Bienvenue dans Build to Grind, le podcast qui explore les parcours extraordinaires d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on reçoit David Faure. Salut David. Salut. C'est un entrepreneur fascinant qui est passé d'Apple à la création de son studio de dev créatif. David, je suis ravi de t'avoir avec nous. Est-ce que tu peux te présenter en 3 phrases ou 3 mots? 3 phrases ou 3 mots. David, développeur front-end créatif, qui est passé freelance et qui compte faire des sites web incroyables. Voilà, 3 phrases. Trop bien, trop bien, trop bien. Écoute, nickel. On va pas faire toute la genèse de ta vie, mais en gros, si je comprends bien, t'es passé de euh, école d'ingé à Apple, à reconversion dev créatif, à maintenant création d'un studio. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Écoute, parcours assez bizarre. Parce que tu commences par une école d'ingénieur quand je suis hyper jeune, parce que je sais pas trop quoi faire, mais je veux faire de l'informatique. Donc bon, truc classique, tu vas en école d'ingénieur, et puis en fait, c'est trop général, donc tu étais jeune, c'est pas ce que tu veux, tu fais le truc, mais ça te plaît pas, du coup t'arrêtes. Entre-temps, tu fais plein de trucs, et puis tu rentres dans une petite start-up qui s'appelle Apple. Bon, et puis c'est tout mignon, c'est tout beau. Et tu fais plein de choses là-bas pendant presque 10 ans. T'apprends plein de choses, mais il te manque un truc au bout d'un moment. Euh, et il te manque la créativité, le fait d'apprendre des nouvelles choses, résoudre des problèmes, les trucs que je faisais un petit peu chez Apple, mais que j'avais plus, quoi. Et donc en fait, tu te dis, quand t'étais développeur, enfin quand tu voulais devenir développeur à l'époque, c'était ça en fait. C'était ça que je voulais. Je voulais créer des choses, je voulais faire un truc créatif. Développeur, tu résous des problèmes, bon, c'est pas mal. Et t'apprends des nouvelles choses, parce que ça évolue hyper vite. Donc bon, vas-y, on se reconvertit. Vu que j'en avais déjà fait un peu, ça a été un peu plus facile, mais je mets facile entre guillemets. Et puis après, normalement 5 mois de reconversion, mais en fait c'est plus 1 ou 2 ans, parce que ça prend du temps. Tu te reconvertis, tu commences à kiffer ce que tu fais, et puis tu te rends compte que ce qui te fait kiffer, c'est le design, le côté créatif, les animations, gagner des prix, parce que on peut avoir des prix en faisant des sites web. Tu te dis bon c'est vers là que je veux aller, pardon. Et Et en fait, tu te rends compte que même avant de choisir l'école d'ingénieur, je voulais déjà faire un truc dans le design. On m'avait dit à l'époque, c'est un peu bouché, n'y va pas. Ouais, c'était bouché à l'époque. Et maintenant, bon, voilà. Donc au final, j'ai toujours su que je voulais aller par là, mais ça a pris un peu de temps pour y arriver. Ok. 10-12 ans, c'est quoi? C'est rien. À l'échelle d'une vie, ça va. C'est ok. Ça va. C'est ok, c'est ok. Au final, c'est ce qui est important, c'est là où tu arrives à la fin. Bon, mais c'est trop bien, du coup. Parcours, moi je dis pas bizarre, j'aime pas les parcours bizarres, c'est un parcours atypique. C'est vraiment la petite nièce qui est un peu bizarre, on lui dit ouais t'es atypique. C'est ça. C'est clairement ça. Euh, et du coup, moi la question qui me vient c'est comment tu te retrouves à ouvrir des magasins pour Apple dans toute l'Europe, quoi. Ouais, parce que ça, je t'en ai parlé, j'aurais pas dû. Non. En fait, quand j'étais chez Apple, je fais plein de choses. Au bout d'un moment, il y a des noms un peu bizarres chez Apple quand tu es dans les magasins. Et au bout d'un moment, j'ai accès à un poste qui te permet en fait de faire un peu de merchandising et plein d'autres trucs. Et en fait, tu as un espèce de système de mentor là-bas où tu es référent sur un sujet en particulier, et puis t'es appelé dans les autres magasins pour les aider au quotidien, ou pour les nouveaux processus et tout ça. Mais s'il y a des nouvelles ouvertures de magasins, vu que tu fais partie des mentors, tu peux être appelé à y aller et à aider à l'ouverture du magasin et à former les nouveaux, ceux qui arrivent dans le magasin, c'est leur nouveau job. Il y a tellement de choses à savoir quand tu rentres dans un magasin Apple, quel que soit le job que tu as, que du coup, tu es appelé et tu vas ouvrir des magasins là-bas. Donc du coup, c'est super intéressant, parce que tu voyages, tu vois d'autres cultures, et ce que tu as appris, ce que tu as emmagasiné pendant des années dans le magasin, tu peux le retransmettre, donc c'est super intéressant. Et du coup, ça m'a permis d'avoir plein de compétences, quoi. Mais surtout, tu vois la puissance de la boîte quand t'es là-bas, quoi. Quand tu fais une ouverture de magasin, tu vois que c'est une très grosse boîte qui a pas de problème d'argent. Ou très peu. On joue pas au même jeu, quoi. Vraiment, Je joue pas du tout au même jeu qu'eux, mais c'est plutôt sympa. C'est particulier, mais c'est sympa.
Genre, j'ai adoré cette expérience de toute façon. Donc ça, c'était cool. Et tu sens que c'est fou parce que je trouve que ça s'aligne vachement avec ton profil qui est design, excellence, machin. C'est vraiment ça, quoi. Et puis la représentation qu'on se fait d'un point de vue extérieur d'Apple, c'est tout pour le design, l'image, la performance. Euh, Est-ce que tu as un exemple, une anecdote à nous donner sur un truc avec Apple qui se serait passé? Moi, j'en ai pléthore. J'en ai plein, mais que tu dises l'excellence et tout ça, en fait, c'est dans leur ADN, en fait, vraiment. Il y a plein de trucs que j'ai pas aimé là-bas, mais il y a un truc que tu peux pas reprocher à cette boîte, c'est que euh, il y a certains trucs qui sont très très mal faits, mais la vision, elle est très claire. Leur, leur, euh, leur envie de faire bien les choses et que ce soit parfait, c'est très clair aussi. C'est pas forcément le cas, mais c'est normal. Ils sont tellement, mais l'excellence, c'est vraiment leur truc qui est le plus important, quoi. Le Ok. design et tout ça. Et l'anecdote que je trouve quand j'en parle, les gens me croient pas trop, mais je peux le dire que c'est la vérité. Quand tu bosses chez Apple, tu as tout le temps des ouvertures, enfin pas des ouvertures, pardon, des sorties de produits. Bon, la sortie de produit la plus importante pour eux, la plus mémorable, enfin surtout la plus importante parce que c'est 70% de leur chiffre d'affaires, c'est quand un iPhone sort. Au fil des années, il y a moins d'euphorie qu'avant où il y avait des queues entières devant les magasins, parce que pour l'avoir vécu, c'est vrai que ça fait bizarre qu'il y ait des gens qui attendent la nuit, il est minuit, toi t'es en train de bosser, tu vois des gens qui attendent l'ouverture pour acheter un iPhone. Zombieland. Voilà, c'est particulier quand tu le vois la première fois, mais pendant un moment, au bout d'un moment, quand j'ai obtenu le poste que je te disais tout à l'heure, j'ai pu faire des lancements de produits, enfin beaucoup. Et l'iPhone, c'était toujours très particulier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est pour l'iPhone, je pense que c'était pour l'iPhone 10. Pour l'iPhone 10, c'est la première fois qu'ils faisaient un espèce de coloris noir, mais Hmm. transparent. Enfin, je sais plus comment ça s'appelait, mais Noir sidéral, non? C'est noir, pas ouais, ça? c'était noir sidéral, mais t'en avais un noir noir et noir sidéral Hmm. enfin, un truc. Et c'était difficile de s'en procurer. Et en fait, quand tu es chez Apple là-bas, même si je vais pas donner tous les détails, en gros, tout est préparé, calculé, planifié au millimètre près. Donc moi, avec l'équipe du stock, je m'occupais de récupérer les iPhones, de les mettre en place, de mettre du contenu à l'intérieur et de les placer sur des tables. Mais tout était précis, il y avait un plan, tout était nickel. Donc il y avait genre, je sais pas, je te dis une bêtise, genre au moins 16 iPhones sur la table. Normalement, tous les coloris, les différents types d'iPhone. Et tu avais cet iPhone-là qui était justement difficile à trouver. Je me rends compte au début de semaine qu'il m'en manque un. Donc là, quand il se passe un truc comme ça, ben là, tu passes par 45 000 intermédiaires pour arriver jusque tout en haut pour dire ben, il m'en manque un iPhone et je vais pas pouvoir le mettre en présentation. Et en fait, ce qui s'est passé, je vais essayer de la faire courte, mais une des responsables du merchandising d'Apple dit bah ok, on va trouver une solution. Ou tu qu'au dernier moment, je sais pas si je vais recevoir un iPhone. Et bon, moi, entre le jeudi soir et le vendredi soir, je fais toute la nuit avec des équipes pour le mettre en place. Et jusqu'au dernier moment, je me dis, bon, ben les gars, il va falloir prendre un autre iPhone pour le mettre à la place parce qu'on peut pas laisser un trou. Hmm. Donc je valide le truc parce que tout doit être validé chez Apple. Bien Attention. sûr. Et, euh, et donc je commence à faire ça. Et en fait, donc ça, toute la nuit, on bosse. Et à ce moment-là, vers 3h ou 4h du matin, je crois, on commençait on voyait la fin du truc. Et j'ai quelqu'un qui tape sur les fenêtres du magasin. Pour ceux qui connaissent pas, j'étais dans un Apple Store à Bordeaux, c'est en plein centre, et du coup, c'est vitré partout, en fait. Hmm. Donc la plupart du temps, on fait pas attention parce que on est dans un centre-ville, on est un jeudi soir, les soirées étudiantes, tu Il y a des connais, gens bourrés à ouais, les gens côté. qui, voilà, qui ont un Ouais. peu bu, ils viennent, ils font n'importe quoi, ça arrive souvent, enfin, il n'y a pas que, enfin, bref. Donc nous, on porte pas trop attention, mais sauf que là, je vois un mec qui, vraiment, il insiste, il a un paquet dans la main, donc on est là, mais qu'est-ce qu'il veut, quoi, qu'est-ce qui se passe? Et donc j'ai mon manager, enfin mon supérieur qui y va, qui ouvre la porte avec l'agent de sécurité, parce qu'on sait jamais. Ouais, bien Et, sûr. euh, et le mec parle pas français et il dit j'ai un colis pour David Ford. Donc mon manager il m'appelle, il me dit il y a un colis pour toi. Je dis, les gars, il est 4h du mat, je commence à être fatigué, il n'y a pas un colis pour moi. À 4 heures du mat, non. Non, Non, il n'y a pas de ça n'arrive colis pour pas, en moi, c'est fait. pas possible. Même si voilà, c'est pas possible. Et je vais voir le gars et je lui dis mais ok, enfin bon, T'es qu'est-ce que qui, déjà? mais enfin qui êtes-vous? Et en fait il me dit que c'est un mec qui travaille.
dans toutes les usines de stock d'Apple en Hollande, qui est venu en fait exprès. Il m'a dit, vous manque un iPhone, on nous l'a dit, il est là. Donc en gros, ils ont affrété un mec sûrement en avion ou en train, j'en sais rien, pour un iPhone, pour un magasin, un petit magasin, c'est pas non plus. Petit magasin. Le gars a fait Ouais, milieu de la Hollande, into Bordeaux à 4 heures du mat c'est ça. et il te l'a donné en main propre. Il me l'a donné en main propre. Donc j'ai reçu l'iPhone. Je vois, c'est exactement celui qui me manquait. Donc bon, bah voilà, j'ai mis en place et j'ai eu l'iPhone à 4 heures du matin. À Hmm. l'ouverture de magasin à 9 heures, il était disponible. Donc ils ont affrété un truc juste pour que j'ai pas de trou sur ma table. C'est ça. Et pour Voilà, que le plan soit respecté de A à Z et exactement. que on ait ce qu'on avait dit qu'on aurait. Exactement. Et le truc qui est fou, c'est que ça m'est déjà arrivé, mais pour un autre produit, et il n'y a pas eu ça, quoi. Ouais, ouais. Il m'a manqué un iPad, il m'a dit manqué un Mac, mais il n'y a pas de. L'iPhone, c'est le plus C'est important. Intégral, hein. Ouais, bien Ouais, sûr. voilà. Bien sûr. Mais est-ce que toute cette expérience chez Apple et ce que tu as vécu là-bas, tu ressens encore une influence forte dans ta vision du biz et dans ta vision de la création? Ouais. En fait, ce qui est hyper enfin, ce qu'on pense pas, c'est que je retiens énormément de positif, mais aussi du négatif. Ok. Et en fait, les deux m'ont servi. Parce qu'il y a plein de trucs qui se sont mal passés là-bas et des trucs qui sont super bien passés. Et du coup, les deux me servent encore aujourd'hui dans mon quotidien de développeur ou dans mon processus créatif. Parce qu'en fait, quand tu es dans une boîte comme ça, vu que c'est baigné dans le truc parfait, l'excellence à tout point de vue, il faut que ce soit nickel tout le temps. Et quand tu vois qu'ils sont capables de faire ça pour un téléphone, pour qu'il n'y ait pas un trou, pour pas qu'il y ait une image de on arrive ici, il y a 15 iPhones, c'est pas aligné, c'est dégueulasse. Ils sont capables de faire ça. Mais toi, du coup, derrière, ça te. Vu que moi, en plus, j'étais responsable de, de ça, en fait, de fait que ce soit parfait, que ce soit aligné, que ce soit propre, que ce soit nickel. Mais en fait, tu passes 9 ans dans un truc comme ça, au bout d'un moment, forcément, T'es matrixé un peu, hein. t'es matrixé par le truc. Et du coup, maintenant, bah, ouais, je vais faire attention à les moindres détails qui paraissent mais insignifiants pour la plupart des gens. Hmm. Et je les comprends. Ils n'ont pas besoin de se faire chier avec ça. Mais en fait, pour moi, c'est important. Mais c'est Mais bien, sur plein de trucs. ça amène une qualité supérieure dans ta production. Si t'avais fini dans une usine à monter des boulons, je t'aurais dit, bon, on s'en fout un peu, quoi. Mais là, le truc, c'est que la notion de beauté et de réussite visuelle, ça se joue parfois à pas grand-chose et avoir une expérience comme ça te permet d'arriver à une excellence un peu aussi dans tes produits, quoi. Ah ouais, c'est obligatoire maintenant. Il faut pas que je fasse un truc qui soit pas parfait, quoi. Ça joue des tours, hein. C'est pas évident, mais on essaie de tendre vers la perfection. Difficile d'arriver à la perfection, mais que ce soit le plus nickel possible. C'est l'objectif. C'est paradoxal parce que du coup, ça va à l'inverse un peu de cette course à la rentabilité parce que plus tu passes de temps sur une création, plus tu réduis ta marge et donc moins t'encaisses. Enfin, t'encaisses pas moins, mais t'as passé plus de temps, donc bon, ça revient au même, quoi. Du coup, c'est un peu à l'inverse de toute cette mouvance où on essaye justement de ship fast, ship le plus de fois possible dans l'année, le plus de choses possible. Et voilà, si tu prends 1 à 2 mois pour construire quelque chose, forcément, ça réduit tes possibilités. Euh, C'est Comment tu trouves difficile. cet équilibre un peu entre ship et faire des retours, revenir? C'est difficile. J'avoue que c'est encore un truc qui est un petit peu difficile, mais ça dépend aussi le nombre de retours qu'il va y avoir. Au bout d'un moment, on a une vision ou un objectif à atteindre qui soit qui soit dans le temps ou dans le feeling ou dans le design. Au bout d'un moment, faut savoir aussi dire bah, on part là-dessus et on pourra plus tard. Mais pour l'instant, c'est encore très difficile. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de mal à répondre à ce genre de choses, puisque vu que je veux que ce soit nickel, Eh oui. c'est pas évident. Après, il y a aussi le niveau d'exigence que tu te mets toi et ce que ton client ou les autres vont avoir aussi. Je vais Attends, pas ouais. forcément avoir le même niveau d'exigence, mais bon, en général, je travaille avec les gens qui ont le même niveau d'exigence. Ça, Ouais. on le voit de suite.
Mais comment je fais? Bah, j'essaie de. Déjà, j'ai mis en place pas mal d'outils qui me permettent de pas galérer sur des nouvelles, sur des choses que j'ai déjà fait plusieurs fois, sur des animations, tu vois, typiquement, ces trucs, voilà, je les ai déjà fait, donc je vais pas perdre du temps à les refaire, si tu veux. Donc déjà, ça c'est un premier point. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est encore difficile d'arriver à trouver cet équilibre entre. Faut que ce soit parfait, mais faut pas que ça prenne non plus beaucoup trop de Ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, oui, parce que dans le dev créatif, c'est rare qu'on fasse de la régie, on est souvent au forfait. temps. C'est donc, donc si tu vois une presta globale, c'est difficile de continuer à faire des retours illimités. Euh, il y a un truc qui m'intéresse un peu, c'est cette transition de Apple à dev créatif. C'est quoi? Alors, tu m'en as un peu parlé, mais c'est quoi qui te dit, je me barre de chez Apple et je fais un bootcamp pour réapprendre le dev, quoi. Mais en fait, c'est simple. Et que, comme je te disais, moi, ce qui me motive, mais au niveau pro, au niveau perso, c'est d'apprendre des choses et de créer des choses. Et là, j'étais à un point où ça n'arrivait plus. Enfin, c'était plus mon quotidien. Alors que quand je suis rentré chez Apple, bon, bah, tout est nouveau, tu découvres plein de choses. Tu as plusieurs jobs que tu peux faire. Et puis, au bout d'un moment, une fois que tu as fait 3-4 ouvertures de magasins, une fois que tu as. Ouais, c'est tout le temps pareil. Voilà, de l'iPhone 7 à l'iPhone. Quand on est à 14, bon, j'ai dû partir avant, mais voilà, à 12, bah, c'est bon. Tu sais, t'as compris, Il y en voilà. aura toujours 16 sur la table, tu le Voilà. sais, Il y en aura la table n'a toujours, pas enfin, bah, ce sera changé. toujours la même chose et voilà. Donc, du coup, bah, il fallait que je fasse autre chose. Mais ce qui me manquait, c'était vraiment ce côté créatif. Et en fait, il y a aussi autre chose, bah, je t'en ai pas parlé, tu vois, mais par exemple, quand tu vas sur le site d'Apple, à chaque fois, bon, que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est quand même, c'est bien foutu, c'est animé, c'est machin, c'est plutôt joli, tu Oui, vois. Et je c'est me dis, bien, mais ouais. putain, moi, j'aimais bien faire ça quand j'étais en école d'ingénieur. C'est vraiment le truc qui m'a le plu. On a fait une partie web, ça me plaisait. Donc, je me dis, bah, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux faire? Et j'entendais plein de gens qui disaient, mais non, mais il y a de la reconversion et tout ça, tout ça. Donc, j'ai essayé de me reconvertir. Pendant 3 ans, j'ai tenté de partir. Mais à chaque fois, je pouvais pas pour X ou Y raison. Des fois, c'était la boîte qui disait non. Des fois, j'ai essayé de passer par CIF, CPF et tout ça. Je sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais Ouais, c'est ça. ça marchait pas. Et en fait, je me suis dit, maintenant, j'ai fait mon temps. Je veux un truc qui me fasse kiffer. Et là, je sais que ça va me faire kiffer. Donc, il faut que je m'y mette à fond. Ouais. Et j'avais un objectif aussi à atteindre. C'est-à-dire que je voulais vraiment, vu que le fait de bosser chez Apple, t'es dans la perfection, t'es perfectionniste, donc t'as envie de. Je veux pas juste me reconvertir pour être un dev et puis voilà. Non, je veux être bon, faire partie des meilleurs, parce qu'en fait, il faut que je me démarque. Parce qu'on, voilà, si tu fais une reconversion, c'est difficile. Et maintenant, c'est Tu encore, sors pas de ce Central Sup, hein. voilà, c'est Les compliqué. gens Et te puis, considèrent pas trop, quoi. voilà. Et donc, du coup, c'est très difficile de se démarquer. Ça l'est encore plus aujourd'hui. Donc, moi, dans ma tête, il fallait que techniquement, je sois bon. Donc, du coup, il fallait travailler. Donc, je me suis reconverti et j'ai beaucoup travaillé. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair que on n'en parle pas assez quand les gens se lancent dans des reconversions qui sortent d'un job, je vais pas dire classique parce que t'es pas dans un job classique, mais les gens qui font des jobs classiques, 9 to 5 basiques et qui se rendent compte qu'en fait en reconversion en dev, ben en fait le job il s'arrête presque quand tu le veux et c'est souvent tard le soir et donc ils se rendent pas compte qu'en fait c'est 9 to 5 plus 3-4 heures par soir que aller boire des bières avec les collègues quand tu te reconvertis, ben, pas forcément parce qu'en fait tu charbonnes ou en tout cas si tu veux pas que ta reconversion elle dure 4 ans, tu es obligé de charbonner donc c'est un peu je pense la partie qui est un peu sous-estimée par les gens qui se lancent dans des reconversions et je connais beaucoup d'amis à moi qui quand j'étais jeune, je faisais partie d'un groupe de dev où voilà, on avait tous du job, on gagnait plus que la Ouais. moyenne. Donc ceux qui n'étaient pas dev, ils ont fait des reconversions. Sur ceux qui ont fait des reconversions, il y en a un qui est resté dev, quoi. Donc, parce que c'est pas le plus dur, la reconversion, c'est l'après. C'est trouver la première mission, quoi.
trouver la première mission. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte, je pense. Mais oui, en fait, c'est difficile, mais c'est surtout que j'ai pas l'impression que ce soit énormément mis en avant, la difficulté du truc. Ouais, bah non. Et pour avoir été formateur dans l'école où j'étais élève, c'est français ce que j'ai dit, Ouais, ouais. c'est le premier truc que je disais à mes élèves. Je leur ai dit, les gars, je suis arrivé à l'inverse de ce que disait la boîte, quoi. C'était, les gars, vous allez en chier. Ça va être très difficile. Et puis moi, je suis très exigeant, donc je vais être chiant. Donc je vous le dis, je vais être exigeant avec vous, parce que si vous voulez réussir, il va falloir que vous bossiez 2 fois plus que ce que vous avez l'habitude de bosser. Donc ça fait peur, mais si vous faites pas ça, vous n'y arriverez pas, et après vous allez Ce sera pour arrêter. rien, ça aura servi à rien. Ouais. Voilà, ça aurait été une parenthèse dans votre vie, mais bon, vous l'aurez. En plus, si vous avez dépensé l'argent, et tu vois, c'est un truc que moi je mettais en avant aussi. Bon, s'il y a des anciens potes de reconversion, ils seront peut-être pas d'accord avec moi, mais pour moi, c'est un truc que j'ai ressenti. C'est-à-dire que moi, j'étais un des rares où Pôle emploi ne m'a pas aidé, et j'ai eu aucune aide. J'ai dû prendre un prêt étudiant Pour faire ta reconversion. pour faire ma reconversion. Donc, ce qui fait que je demande, je sais pas, je sais combien c'est, je sais pas, peut-être 4000, 6000 balles, je sais plus exactement, Ouais. parce que j'avais pas cet argent. Donc, si tu veux, moi, l'objectif, c'était, ok, j'ai 5 mois pour faire ma reconversion. Donc, en gros, j'ai 5 mois pour techniquement être bon, et ensuite trouver un taf pour rembourser cette formation. Et je trouve qu'il y a une différence entre les gens qui ont payé la formation et les gens où soit c'est un CPF ou CIF qui paye la formation, ou Pôle emploi qui te finance 80%. Ça n'a absolument rien à voir. Au niveau de Parce qu'en fait, l'implication, ça change tout. ah ouais. Parce que là, moi, tu fais ta reconversion, c'est Pôle emploi qui a payé, bon, bah, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. C'est ce que je dis aux gens que j'accompagne, c'est tant que t'as pas mis 1 euro dans la machine, tu seras jamais impliqué comme quelqu'un qui a mis 1 euro. Exactement. Je peux t'offrir la formation, je peux tout te donner, je peux tout offrir, mais je te jure que tu réussiras jamais autant que quelqu'un qui a payé. Et je pense que, et je l'ai vu même parce que j'ai accompagné des gens qui ont payé mon accompagnement et la somme qui a été engagée pour eux n'était pas impactante. Ils ont jamais été autant déter que quelqu'un il a mis la somme, il a fait ah, ok. Donc là, on passe à un niveau, il va falloir y aller. Et du coup, bah, pour rebondir un peu là-dessus, tu crées vachement de contenu depuis quelque temps, mais peut-être que t'as une histoire à nous raconter sur la création de contenu et sur le fait que peut-être mis un peu de temps, quoi. C'est pas un peu de temps, j'ai mis 3 ans, je pense. Et pourtant, t'en avais du contenu. Alors peut-être pas au début, tu vois, donc j'y repense, mais oui, j'avais du contenu à faire. Mais en fait, le problème, c'est que ça va aussi peut-être avec un des mots des développeurs. En général, c'est des stéréotypes, mais bon, certains sont plutôt vrais. C'est que le développeur, c'est dans son coin, plutôt timide, et ça s'essaie de pas trop s'exposer, quoi. Et Prends pas trop de risques, ouais. voilà, on prend pas trop de risques. Et en fait, moi, j'ai toujours été un peu comme ça. Bon, la plupart des gens te diront que c'est pas le cas, mais en fait, parce que je montre pas cette facette, mais si, je suis plutôt réservé, timide, je ne parle pas trop. Et en fait, quand tu fais un truc créatif, ou surtout maintenant, à une époque où tu veux trouver du travail, quand tu es reconverti, ou même quand tu veux faire du dev, bah, il faut que tu montres ce que tu fais, quoi. Et moi, je ne montrais pas. Je faisais mes trucs, et puis si j'envoyais de temps en temps, mais genre, je sais pas, une fois, 2 fois, j'ai fait ça, c'est cool. Ouais. Mmh. Ou je faisais, bah j'ai un nouvel emploi, c'est trop bien, bravo. Mmh. Ouais. Voilà. Et c'est tout. Donc au bout d'un moment, bah en fait, ça fonctionne pas. Puis moi, je consommais ce truc-là sur LinkedIn, sur Instagram, enfin tous les trucs où tu voyais les mecs qui montraient ce qu'ils faisaient en tant que développeur ou dans le design. J'étais là, c'est super et tout. Et moi, j'étais en mode, ben non, je vais pas faire ça, j'ai pas envie de faire ça, ça me ressemble pas. Pourquoi faire ça? Et au final, Ah voilà, c'est ça que j'attends. Et donc au final, quoi? Au ben, au hasard, final, comme ça. au bout d'un moment, en fait, t'as plus d'opportunités. Puisque moi, je suis arrivé à une époque où il y avait encore pas mal d'opportunités, puis c'était en plein Ouais, deuxième confinement. deuxième confinement, un truc comme ça. Donc bon, bah là, ça a explosé pour ce métier-là. Donc
Je dis pas que c'était facile, mais il y avait plus d'opportunités que maintenant. Et donc, tu n'avais pas forcément besoin, en tout cas, enfin, j'ai trouvé que j'avais pas forcément besoin de trop m'exposer, on va dire ça, pour trouver du travail. Sauf que le Covid, c'est terminé. On a fermé les vannes d'argent Le soufflet, illimitées. voilà, tout s'est un peu calmé. Et du coup, bah, c'est devenu assez clair que si tu n'avais pas 8-10 ans d'expérience, et encore même avec 8-10 ans d'expérience, tu n'étais pas sûr de trouver du travail. Donc, il fallait se montrer. Et donc, du coup, bah, j'ai mis du temps avant de me dire, bah, vas-y, je vais commencer à poster. Et puis, je savais pas déjà sur quel réseau le faire. Puis, je me suis dit, bon, bah, je vais tenter sur LinkedIn. Et puis, j'ai commencé à poster tous les jours. Peut-être pas au début, mais genre 2-3 fois par semaine. Puis après, tous les jours. Et je me suis dit, comme la plupart des gens ça servira à rien, personne ne va m'écouter. Qu'est-ce que je vais apporter de plus qu'un autre? Et puis, au final, ça fonctionne. Et en fait, pour le coup, ça apporte des opportunités que je ne pensais pas avoir. Ça met du temps. Je sais pas, c'est un truc qu'il faut rappeler quand même. Je trouve que ça Oui. met un peu de temps parce qu'il faut que faut que tu sois constant. Faut que voilà, faut que tu te rendes visible. Mais en fait, ça fonctionne puisqu'au final, j'ai eu pas mal d'opportunités qui sont arrivées directement par LinkedIn ou par des gens qui m'ont vu sur LinkedIn, qui ont vu mes posts et qui ont une connaissance, qui cherchaient quelqu'un et disent ah ben va voir ce gars parce qu'en fait, je trouve que c'est sympa ce qu'il poste sur LinkedIn. Ça, c'est Et fou, ça. ça, c'est des trucs, quand ça t'arrive, et tu dis, mais vous m'avez connu comment? Ah, c'est un ami qui a vu un de vos posts. Du coup, je vous ai contacté. Ça, c'est dingue. Ça, enfin, pour moi qui croyais pas du tout à ça, d'entendre ça, tu te dis, ok, ça veut dire que j'ai pas fait ça pour rien, et que Hmm. ça ne m'a pas rien apporté, que ce n'est pas juste poster pour poster, c'est vraiment, ça apporte quelque chose. Ouais, ça apporte du bise. Et en plus, l'intérêt majeur de ça, c'est que la personne, elle a vu ton truc. Et en plus de ça, elle s'est dit, waouh, c'est si bien que je suis capable d'aller recommander cette personne à quelqu'un d'autre. Ouais. Donc déjà, c'est, Non, c'est une folie. ouais, ça c'est vraiment, c'est surprenant. Moi, je trouve ça surprenant mais agréable. Agréable, surprenant, parce qu'en fait, surtout pour quelqu'un qui n'y croyait pas, hein. Enfin, comme plein de gens, j'imagine, mais j'y croyais pas du tout. Je me disais, bah oui, je vais poster, mais enfin, en fait, c'était pourquoi faire, voilà. Et au final, bon, ben, c'est pas juste pourquoi faire, c'est que faut pas avoir peur. Il faut y aller, quoi, parce que ben, ça apporte vraiment quelque chose. Ouais, et puis surtout que tu faisais pas vraiment de prospection hyper active, Non, voire pas du tout. non, pas du Et tout. déjà, ça a fonctionné, quoi. Tu couples ça avec de la prospection active et tu as un flux de prospects qui te tombent sur le coin de la gueule qui est faramineux, quoi. Et en fait, ce qui est hyper intéressant aussi, je l'ai ressenti il y a pas longtemps, c'est que je te donne un exemple hyper précis. Si tu as quelqu'un de ton réseau qui dit bah, je cherche tel job, c'est pas forcément lié au truc de développeur, mais je cherche tel job, machin. Grâce à cette visibilité que tu as obtenue et tous ces posts et les gens qui sont Mhm. abonnés, je suis allé là-dedans en disant j'ai même pas répondu au post, je suis allé directement en DM avec la personne et j'ai dit bah ouais, là en ce moment j'ai un petit créneau, je suis disponible. Et la personne me répond ah, je vois tes posts, c'est super intéressant, je trouve ça trop cool que tu viennes me voir. Et en fait, c'est Autorité. voilà, c'est le fait d'avoir posté des trucs qui me paraissaient insignifiants, qui je me disais ça va peut-être pas apporter grand-chose, et bien en fait c'est quelque chose qui m'aide ensuite quand je vais postuler quelque part. Et le mec se dit ah ouais mais toi c'est toi, je me souviens de certains de tes potes ou certaines des choses que tu as dites, que tu as montré. Du coup c'est intéressant. C'est ça qui est fou. C'est que les gens se rappellent et souvent c'est le plus dur, hein. Quand tu postes la première fois, il se passe rien. Mais bien sûr. 45 minutes que tu prépares ton poste, il se passe que dalle. Hmm. Ouais, mais en fait, c'est pas le premier, c'est pas le deuxième, c'est pas le troisième, c'est pas le quatrième, c'est peut-être le 50 ou 60e, où là, vraiment, ça va prendre un petit peu, et il va y avoir une espèce d'émulsion qui va se créer. Tu vas créer des relations avec les gens vont comprendre que t'as de l'autorité dans le truc. Ça m'arrive plein de fois quand je reçois des gens en appel, ils me parlent la plupart du temps des collègues qui font de l'infoprenariat. Tu vois, quelqu'un qui est targeté comme étant master dans l'IA, c'est Mohamed Alani, qu'on connaît toi et moi. Bah, je reçois des gens en appel, ils me disent ouais, j'aimerais bien faire des rotations dans le dev, côté IA. Il y a un mec, il a des lunettes et tout, il s'appelle
Je lui dis Mohamed. Il me dit ouais, c'est lui, c'est lui. J'aime trop ce qu'il fait et tout. Et en fait, ok, il y a peut-être plein de mecs sur LinkedIn qui parlent d'IA, Bien mais sûr. on se rappelle de lui. On se rappelle Ouais. pas forcément de ton nom, mais par contre, on se rappelle de ce que tu as fait. Et ça débloque du business en pagaille. Euh, c'est, c'est, c'est là où je dis aux gens, n'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de créer du contenu, de rendre les choses visibles autour de vous, qu'il se passe des choses, parce que derrière, vous allez en retirer un bénéfice fou, que ce soit humain, collaboratif ou en termes professionnels, commercial en termes professionnels, et même de sentiments un peu, comment je vais dire, euh, positifs sur le fait de j'apporte quelque chose aux gens et même si ça me prend du temps et que j'ai pas de rétribution directe, ben, Ouais. j'apporte quelque chose aux gens. Et ce qui marche aussi, c'est quand les gens se reconnaissent en ce que tu dis. Et ça, c'est un truc que je me suis rendu compte aussi, c'est que j'ai commencé à poster, mais j'avais, il y avait encore une peur qui subsistait, c'est de parler de mes faiblesses, de mes échecs Ouais. et les choses que j'ai mal faites. Et en fait, au moment où tu les mets sur un post, il y avait à chaque fois, j'envoyais, et c'est les seules fois où je ressentais un peu de stress de dire, j'envoie ça, est-ce que je suis sûr? Je l'envoie, et en fait, les gens se reconnaissent, les gens sont bienveillants, et, parfois donnent même des conseils, ou demandent, mais comment t'as fait? Et ça, en fait, je trouve que ça en fait du contenu authentique Mm. qui fonctionne, et c'est pas calculé. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'en vois juste pour dire, il m'est arrivé ça, bah voilà. J'en ai tiré ça. Voilà ce qui s'est passé derrière. Bah écoutez, les gars, ça arrive à tout le monde, quoi. Et en fait, c'est pas. Et ça marche bien parce que j'ai eu plein de retours sur, ouais, j'aime bien que tu parles de ça parce qu'en fait, Ça bah, m'est arrivé aussi. voilà, ça m'est arrivé aussi, où c'est plutôt, les gens en ont marre aussi de voir du contenu générique où c'est toujours la même chose, en fait. Tout le monde réussit, tout le monde fait des Voilà. achievements, tout le monde fait Voilà, tout le monde 20 arrive cas à par tout faire. mois. Ouais, bien Voilà. sûr. Tout le monde passe en freelance comme ça, et c'est Mm. incroyable, et on Il fait n'y a 10 000 euros personne par qui mois. transpire, Voilà. qui pleure le soir dans la salle de bain. Voilà, et Le mec, c'est pas la réalité, en fait. La réalité, on est c'est bien qu'il y a, d'accord. il y a plein de trucs qui se passent, il y a des erreurs qui sont faites, Mm. et on apprend, tout simplement. Parce qu'on n'est que des humains qui essayons de sortir notre épingle du jeu. Exactement. Et d'ailleurs, un message à tous ceux qui balancent de la haine sur les réseaux quand il y a quelqu'un qui poste quelque chose, allez bien vous faire en papa outer chez les Grecs, je vous le dis. Exactement. Voilà. Vous faire Tous cuire les à neuf. gens, c'est ça. Tous les gens qui sont rageux, là, qui parlent mal des gens, machin. Franchement, on souhaite de mal à personne parce que c'est pas dans notre éducation, mais on n'en pense pas moins, je vous le dis. Voilà, c'est ça. Euh, Je suis un fou d'avoir ça. La création de ton studio, comment t'es passé de je suis dev créatif à j'ai envie un peu de packager un peu ça dans une image un peu plus complexe et dans un. Bah, en fait, je me suis rendu compte que qu'il fallait que ce soit un peu plus cadré, et que je voulais faire ça un peu plus professionnel. Je dis pas que c'est pas professionnel de juste être créatif dev et juste faire de la prestation de service et tu vends ton truc, y a aucun mal à ça. Et en fait, moi, ça me plaît très bien aussi. Mais par rapport au type de projet que j'aime bien faire, ça a plus de sens de faire ça en mode studio ou agence, où je suis en collaboration avec un designer, plutôt que moi tout seul. Je vais pouvoir apporter quelque chose, mais toute la partie design, vu que je suis quand même pas designer, j'ai une grosse appétence là-dessus, j'adore ça, mais je vais pas avoir les compétences aussi poussées qu'un vrai designer. Donc je me dis, ouvrir un studio où je peux faire appel à des designers et ensuite développer le site et arriver avec ce packaging-là, Hmm. ce sera beaucoup plus intéressant pour les clients ou pour des personnes toutes seules, des créatifs qui veulent un site web ou des marques, plutôt que juste moi en tant que développeur. Donc c'est pour ça que je tends plus vers ça. Et on verra comment ça se passe. De toute façon, c'est, je suis en train de mûrir l'idée, donc pour Bien l'instant, sûr, on va voir bien sûr. comment ça fonctionne. Non, mais carrément, carrément, je suis totalement d'accord avec toi, le fait de sortir de l'artisanat un peu. C'est vraiment ce truc de on a acquis une compétence, on a acquis des compétences dans l'acquisition client, on sait délivrer à des clients. Maintenant, il faut un peu sortir de l'artisanat pour que ce soit, qu'il y ait une image de marque, que ce soit packagé, qu'on puisse avancer euh, tout simplement dans une activité qui soit pérenne dans le temps, quoi. Ouais, ouais.
Je vais te lancer sur un truc, j'espère que tu m'en voudras pas. Euh, c'est quoi un peu ta vision du développement front-end actuel, ce qui est cette tendance de Aïe, aïe. full framework? Je vais commencer juste par dire, pour répondre à cette question, que pour moi, on s'en fout de ce que tu utilises tant que les résultats sont là. Voilà. Comme ça, déjà, on part sur un truc parce que sinon, après, les débats sont sans fin. Donc moi, je m'en fous de ce qui est utilisé tant que le résultat il est au rendez-vous de ce que le client veut ou de ce que toi tu as en tête. Bien sûr, on délivre un résultat quoi qu'il arrive, on est des Voilà. entrepreneurs, Et on n'est pas après, des la salariés. façon dont tu le fais, on s'en fiche un peu. Et en fait, moi, j'ai beaucoup évolué par rapport à ça, dans le sens où, quand tu es reconverti, l'objectif, c'est d'être rapidement employable. Mm, Donc, on te bassine avec des frameworks, des librairies. mm. Et du coup, faut que tu sois bon sur une des librairies. Bon, en l'occurrence, moi, j'avais choisi React parce que c'est comme ça. Il y a pas de là où Ouais, il l'autre n'y on a s'en pas de... fiche. Et du coup, il fallait que je sois bon en React d'entrée pour pouvoir être employable. Et en fait, tu te rends compte quand tu fais de la reconversion que on te bourre le mou avec ça, mais on t'apprend pas les fondamentaux. Et moi, ça m'a posé un vrai problème parce qu'en fait, je savais pas du coup ce que certaines fonctionnalités dans la librairie faisaient derrière en sous-marin. Mm. Et que moi, je suis quelqu'un qui est un peu complètement starbé là-dessus. J'ai besoin de comprendre tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça fait. Et ben, c'était cool, j'avais le contrôle, mais je l'avais pas à 100%, donc je me suis dit, bon, je vais revenir sur du JavaScript pur pour voir comment ça fonctionne derrière, en fait. Pourquoi, quand j'utilise cette librairie, qu'est-ce qu'elle fait derrière? Et plus j'ai avancé là-dessus, moins j'ai utilisé les librairies et les frameworks. Et du coup, je continue à utiliser, bon, moi j'ai choisi React ou Next, mais enfin, ça dépend du projet, quoi. Là, j'ai un designer qui est venu me voir il y a pas longtemps qui me dit je vais faire mon portfolio. Je vois aucun intérêt à mettre un Next.js là-dessus, quoi. Pour Oui, moi, ça n'a aucun sens. on est bien Après, clair. je reviens sur ma phrase de base qui dit vous faites ce que vous voulez tant que le résultat est là. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, Parce que d'accord. tu vas mettre plein de trucs que tu vas utiliser 20% du framework, mais après, tu fais ce que tu veux. Si tu veux utiliser Next.js pour ça, Vue, Angular, Ok. Svelte, Remix, ce que tu veux. Et pour le coup, là, juste un portfolio, je vais utiliser JavaScript. Et TypeScript un plus, peu ou... je vais utiliser TypeScript pour te Ah, faire plaisir. merci. Ouais, j'ai utilisé TypeScript quand même sur certaines choses. Sur d'autres, des fois, je vais pas l'utiliser. Donc là, je vais me faire éclater par Là, c'est tous les possible. pro TypeScript. Là, s'il y a des gens qui sont là, Ouais, là, je vais me ça faire risque tuer. de faire mal, là. Je vais me faire Mais, très très mal. Je prends des mais haters. ça, que du love, les gars. Mes DM vont exploser. Ah, tu fais que du JavaScript, tu fais pitié. Pourquoi tu fais pas du React? Ouais, t'utilises pas Next.js, t'es un fatigué, comme disent. Ok. Je voulais savoir un peu si comment tu gères un peu l'équilibre entre la création de contenu, le fait de travailler sur les projets perso, les clients. Est-ce que tu as des méthodes un peu à nous partager sur ça, sur gérer un peu cet équilibre de le triptyque des trois? J'ai pas trop de méthode parce que j'en cherche encore une. J'ai du mal à, j'ai du mal à bien m'organiser là-dessus. Je progresse, mais j'ai du mal à m'organiser là-dessus pour le coup parce que j'ai une façon de fonctionner, bon, comme la plupart des gens, je pense, c'est-à-dire que dès que je suis sur un truc qui me fait kiffer, ça accapare tout mon temps et c'est difficile de sortir du truc. Hmm. Et moi, quand je suis en train de faire un projet pour mes clients ou pour du dev perso et que je rentre dans un processus créatif, ça prend, ça me fait tellement kiffer de le faire que du coup, il y a plus rien, tout autour, ça n'existe plus, quoi. Et Le absorbé par temps, la tâche, hein. voilà, absorbé par le truc, le temps n'existe plus, il y a plus rien qui existe, donc du coup, c'est compliqué parce que j'ai du mal à voir le ce que ça va m'apporter en fait. Tu vois. C'est pour ça que j'ai Hmm. mis du temps à mettre par exemple sur LinkedIn parce qu'en fait je me dis ça va pas m'apporter. Alors que quand je me mettais à coder des trucs, je me dis j'apprends des choses. Donc ça Hmm. m'apporte techniquement. Mais là, j'envoie sur LinkedIn, ça m'apporte quoi? Pour l'instant, rien. Avec le temps, ça va m'apporter. Donc du coup, il y a ça qui est difficile à gérer parce que bah, j'ai du mal encore
à mettre du temps et dire, bah, là, je prends 3 heures sur de la création de contenu ou du développement et je m'y tiens. Et c'est ça qui est difficile. Donc pour l'instant, j'ai pas de méthode. Si j'en avais une, avec plaisir, je pourrais la partager ou la monétiser. Pourquoi pas. Mais j'en ai pas. Pour l'instant, j'en ai pas trop. Donc je commence à m'organiser avec du temps et des objectifs précis. Les objectifs, j'ai toujours eu des objectifs, donc ça, c'est pas un problème, mais c'est vraiment le temps qui était compliqué. Je pense pour beaucoup de gens, le temps, c'est compliqué de toute façon. Donc je suis désolé, j'ai pas trop de méthode pour l'instant. Non, non, mais t'inquiète. C'est un procédé dans lequel je me perdais aussi. Euh, et en fait, j'ai fait un truc. Certainement que j'en ai déjà parlé, mais je fais des time blocks de 1 à 2 heures suivant la taille de la tâche et de l'activité que je suis en train de faire. Et peu importe le statut de la tâche au bout de ce time block, j'arrête. Quoi qu'il se passe, quoi que j'ai fait, où qu'on en soit, j'arrête. Et le soir, je fais des reviews de time block où je check ce qui s'est passé dans ma journée. Ok, bon là, j'ai pris 2 heures pour faire un truc, je suis même pas à 50%. Ben, je me recrée un time block d'1 heure pour la journée d'après. En mode, je mets un grand carré rouge en disant là, bombarde un peu parce que tu as déjà passé 2 heures précédemment. Et voilà, je fais des time blocks, je fais des to-do, je fais le hit the frog, c'est-à-dire que le matin, j'ai un peu d'énergie, je suis dans une énergie positive. Je tape des trucs très durs, très complexes, énergivores pour moi. Et surtout, je fais mes to-do list le soir avant d'aller dormir. Revue de time block plus to-do list. Comme ça, le matin, bam, je prends mon petit carnet, il y a mes cases, j'ai juste à cocher, ça c'est fait, ça c'est à faire. Et voilà. Et c'est un truc où, moi, à la base, je suis pas du tout quelqu'un d'organisé. Je suis pas du tout procédurier. Je suis pas du tout. Je suis vraiment nature peinture, quoi, hein. Ouais, Vraiment, t'as compris le genre. Et en ouais, fait, je me suis rendu compte que ça suffisait pas quand tu devais accomplir plus de tâches que la moyenne, quand tu devais faire mieux que les autres, t'étais obligé de processiser, t'étais obligé de systémiser. C'est peut-être l'âge aussi qui fait ça, mais ouais, peut-être aussi. en tout cas, je trouve que c'est là où vraiment je m'en suis sorti, tu vois. C'est quand j'ai commencé à mettre des règles un peu dures, un peu Ouais. chiantes. Mais surtout à pas déroger à ces règles, parce que en fait, moi, je peux mettre les mêmes règles que toi, Mm. sauf que je te prends un exemple hyper précis. Si je fais une animation sur un truc que je suis en train d'apprendre, un truc que je voulais faire depuis longtemps, je me dis je vais mettre 2 heures à le faire. Si au bout de 2 heures, il n'est pas totalement finalisé, c'est inconcevable d'arrêter. Ouais. Je pourrais mettre un stop, sauf qu'en fait, sur la tâche suivante, je vais y penser. Je vais Mm. faire que ça, je vais dire, putain, j'ai pas fini. Il me manquait pas grand chose, ça sûrement, mais j'ai pas fini. Je vais y Ouais. penser et ça va me bousiller toute mon autre tâche. Donc c'est pour ça que je dis que je n'ai pas trouvé ma méthode en tout cas qui fonctionne pour moi, mais pour avoir essayé cette méthode, ça marche bien. Mais si t'es hyper bon à ne pas déroger à la règle en fait. T'as fini, bon bah c'est pas parfait, tant Et pis. t'acceptes l'état actuel parce que tu sais que le lendemain, tu vas reprendre, que c'est ok. Ok. Il y a un truc que j'aimerais qu'on aborde, c'est comment tu vois l'évolution du développement créatif avec l'IA, avec toute cette transformation. Tu vois, moi, je viens du front-end, zéro créatif, les gars, désolé. Je suis un intégrateur pur et dur. Un carré, c'est un carré, un triangle, c'est un triangle, un rond, c'est un rond. Rouge, c'est rouge, bleu, c'est bleu. Point. Mais voilà, je suis un intégrateur et moi, je vois bien que l'IA a transformé totalement nos modes de vie, nos façons de travailler. Comment tu vois un peu tout ce côté créatif? Mais avant de te dire ça, je vais te donner mon point de vue. Moi, quand j'ai décidé d'arrêter de dev, juste avant d'arrêter de dev, j'avais entamé une orientation vers le back-end. J'ai fait du back-end dans ma carrière et je voulais apprendre Rust, je voulais me concentrer sur Rust. Finalement, j'ai arrêté de dev complètement, je continue à dev des conneries, mais j'ai arrêté de dev complètement parce que, au final, je me suis dit, dans le front-end, il va rester un truc. Les mecs super giga créatifs, type toi, et ceux qui ont une appétence UI UX, en plus du front-end. Tout le reste, ça dégage. C'est mon point de vue. Et c'est pas mal comme point de vue. Euh, c'est pas mal comme point de vue quand tu vois ce qui est capable de faire certaines IA.
C'est assez impressionnant. Maintenant, c'est impressionnant, mais je pense que pour des gens un peu plus chauds dans tout ce qui est architecture, design pattern, code propre, là, je pense que l'IA a encore des progrès à faire et on aura toujours besoin de développeurs pour rendre ça pérenne ou évolutif. Mm. Maintenant, oui, sur les trucs basiques, je pense que l'IA, enfin, je pense pas, c'est l'IA est déjà bien au-dessus de nous, c'est C'est de sûr. Mais après, sur la du dev partie intermédiaire, quoi. ouais, voilà. Mais sur la partie créative, en fait, le problème, en tout cas actuellement, je trouve, c'est que c'est difficile encore pour l'IA de. Enfin, ou alors peut-être que je suis très mauvais en prompt, ce qui est possible, mais c'est difficile de faire comprendre à une IA le type d'animation que tu veux, et le feeling, le ressenti que tu veux amener avec cette animation ou avec ce design. Et pour moi, aujourd'hui, c'est encore un truc que l'IA a du mal à faire. Tu vas pouvoir lui dire, ben, inspire-toi de ça, ça, ça et ça. Elle va te faire un truc qui est hyper bien, mais pour un processus créatif, je pense qu'il y a encore besoin d'une patte beaucoup plus humaine que l'IA n'est pas pour l'instant capable d'apporter. Mm. Mais pour l'orientation, enfin la vision du développement front-end, pour moi, c'est de plus en plus sur les expériences immersives, Ouais. la 3D, parce que ça apporte un truc en plus, tu vois, ça met encore plus en avant, et puis tu as l'impression de vivre dans le site web, d'être avec la marque qui est en train qui est en train de te présenter leurs produits. Des fois, tu as l'impression d'être avec eux en train de la faire, tellement c'est immersif et c'est bien foutu. Et ça, c'est une tendance qui va s'accélérer, hein, de toute façon. On le voit, hein, les sites sont encore plus, sont de plus en plus complexes, de plus en plus travaillés, tu vois. Hmm. Euh, Maintenant, tu regardes des sites basiques d'e-commerce, t'as envie de vomir, alors que il y a 3 4 ans en arrière, c'était ok, quoi. C'était ok qu'il se passe rien sur un site, quoi. Bah, là, tu viens de donner un exemple qui est parfait. Il y a un studio qui est plutôt assez connu qui vient de sortir une collaboration avec Lacoste Ok. pour. Je crois qu'ils ont une nouvelle collection. Ça se trouve, je dis des bêtises, hein, mais ils ont une nouvelle collection de pulls ou je sais pas quoi. Et en fait, le site, tu rentres et en fait, tu vois le pull. Et en fait, avec ta souris, tu peux bouger, tu peux changer la couleur, tu peux le voir sur une personne. Et en fait, au moment où tu le bouges, tu vois suivant comment tu bouges avec ta souris, Le pull qui bouge le et bulle tout. qui bouge en même temps et tout ça. Et en fait, alors, tout le monde peut pas faire des trucs comme ça. Pas toutes les entreprises peuvent faire un truc comme ça, mais en fait, tu vois que t'as pas le même feeling quand tu vas aller sur un site où t'as des images, le prix, le machin, et un autre site derrière où tu as le pull, tu peux le tourner, tu peux le voir en dessous, tu peux augmenter la taille, le truc va s'augmenter pour voir à quoi ça sert. Tu vas, tu vas changer la couleur, ça va changer dynamiquement, tu fais tourner. Enfin, t'as l'impression d'être dans une cabine d'essayage et que tu es à deux doigts de pouvoir le tester toi-même. Tu mets une interaction VR un peu derrière et laisse tomber, quoi. Tu fais C'est, ça en plus, c'est tu encore prends le pire. truc avec les tacs, tu le tournes et tout, laisse tomber. Ça commence à fleurir un petit peu et ça ne peut que fonctionner de toute façon puisque c'est beaucoup plus dynamique. Et moi, je pense que t'as plus envie d'aller vers un truc comme ça Hmm. que sur un site un peu plus statique. Mais après, Et puis l'expérience utilisateur, elle est max en fait. Tu te dis, waouh, presque j'achète juste parce que je suis en train de vivre une expérience de fou, quoi. ouais, voilà, si ça crée ce genre de choses-là, ouais, c'est sûr que ça, pour une marque, c'est une Ouais. plus-value incroyable. Est-ce que si tu devais parler à ton toi du sortie de bootcamp et que tu devais accélérer son processus d'apprentissage créatif sur le créadev, tu lui dirais quoi? Ton toi ou à quelqu'un d'autre, un jeune qui sort de bootcamp, tu vois? Est-ce que tu aurais un step by step à faire ou quelque chose comme ça? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est mon métier. J'ai pas forcément de step by step. Je suis en train de réfléchir en même temps, parce que je Hmm. m'étais pas du tout préparé à ce genre de questions. Parce que comme je suis en train de réfléchir à comment moi j'ai fait. Déjà, il faut
si on veut vraiment se lancer là-dedans dans le parti créatif, faut vraiment déjà s'inspirer, essayer de reproduire les, euh, les sites qui font justement ce genre de design un peu foufou. Mais t'as plein de... Maintenant, en tout cas, beaucoup plus qu'à l'époque où j'ai commencé à m'y intéresser, il y a beaucoup plus de, c'est pas forcément des formations, mais de, je vais y arriver, de sites qui t'aident en fait, de tutos, ce genre de choses. Faut pas Ouais. tomber trop là-dedans parce que sinon après ça, Le tutoriel le L. tutoriel L après c'est compliqué, mais en fait c'est bien pour comprendre les choses comment elles sont faites réellement, pour au moins faire un effet ou un truc comme ça, et ensuite essayer d'expérimenter en fait le plus possible. Ouais. Mais en fait on Produire, en revient produire, toujours au même produire. conseil, il faut essayer il faut faire encore et encore, il faut retester jusqu'à ce que ce soit pas trop mal, qu'on en soit satisfait, qu'on le partage et qu'on voit les retours et que bon voilà si ça fonctionne ou quoi. Mais de toute façon, il y a pas trop de secrets. On peut avoir du talent, mais bon, si on le si on ne si on le travaille pas, ça sert à rien. Ça Enfin, sert à rien, on est bien d'accord. Et du coup, ouais, est-ce que tu penses qu'il y a des trucs, il y a des basiques à savoir, la notion des notions géométriques, des notions, je suis une quille, hein, en ça, donc je vais peut-être dire des conneries, mais tu vois, pour gérer un mouvement en 3D, ce genre de choses, t'as des choses importantes à savoir, des basiques. ah, si t'as des petites notions de maths et de géométrie, c'est pas mal. Mais C'est pas mandatory, quoi. bah non, parce que maintenant, en fait, il y a certaines librairies qui te facilitent la vie. Tu vois, si tu veux faire de la 3D, il y a des librairies comme Three.js qui te facilitent en fait le travail. Ça reste quand même une librairie assez compliquée à maîtriser. Je suis même pas sûr que tu puisses la maîtriser au final, mais il y a plein de ressources. Enfin, je pense que, enfin, pour tous ceux qui sont un peu fans du développement créatif, la plupart connaissent un mec qui s'appelle Bruno Simon, qui a fait une Hmm. formation qui s'appelle la 13e journée. Tu fais ce truc-là, tu vois L'étendue du. l'étendue en fait, de tout ce qui. En fait, tu vois une partie de l'iceberg et tu te dis, waouh, les possibilités sont énormes, mais il y a énormément de choses à savoir. Et en fait, il faut surtout, faut pas avoir peur, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il y a beaucoup de travail, mais c'est comme partout, hein. Mais après, ce qui aide, je sais pas trop, en fait, parce que moi, ce qui marche avec moi, c'est de faire, refaire et refaire les choses. Ouais, bien sûr. Mais ça, tu n'es pas bizarre, c'est normal. C'est ce qu'on dit aux gens. Il faut produire, il faut avancer, il faut créer des choses, les détruire, les refaire des choses différentes. Et je pense que de toute façon, quand passionné par un domaine comme Ouais, ça, ouais, ouais. faut pas hésiter, quoi. Faut envoyer de l'heure. Ouais, ouais, je pense faut surtout, faut pas hésiter parce qu'en fait, en fait, à chaque fois, je prends cette analogie, je faisais ça avec mes élèves, je leur disais, mais en fait, il faut refaire. Ouais, tu l'as fait, t'as compris, ok, refais-le. Refais-le Ouais, pour c'est bon, voir j'ai si t'as compris. vraiment Non, compris. t'as pas compris, tu l'as fait, t'as compris. Et à chaque fois, je prenais toujours ce truc-là parce que ça parle à tout le monde. C'est soit sur les footballeurs ou sur les tennismen. Je prends les tennismen pour changer un peu, les footballeurs, il y en a marre. Mais tu prends un mec comme, j'allais dire Roger Federer, mais tellement talentueux. Mais quand même, Roger Federer, combien de fois il a fait son revers long de ligne à l'entraînement pour pouvoir le faire parfaitement en match? Mais des millions de fois. Je pense que ça se compte en millions. Combien de fois Cristiano Ronaldo, Léo Messi, celui que vous voulez, je m'en fous. Ils ont mis des coups francs. Ils ont mis des coups francs. Combien ils en ont fait? Mais des millions, je pense que ça se compte en millions pour pouvoir être sûr d'avoir une chance de le mettre au fond. De grandes chances. Ils l'ont fait 1 milliard de fois. Ben toi, c'est pareil. Et c'est ce que j'expliquais à mes élèves. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Je vais pas un truc technique, mais j'ai compris le state en React. Ah ouais? Ouais, T'es sûr? bah vas-y. Vas-y, refais-le. Ouais, ok, ouais, non. Bah, et moi, je disais en tant qu'élève, le state, je l'ai fait pour un système de cours, c'était tout des quêtes. Je l'ai fait 20 fois la quête. Les gens, ils me croient pas. Ici, je l'ai fait 20 fois. Hey, Jusqu'à ce qu'en fait, ça soit inné. automatique. Que j'ai plus besoin de regarder la doc, que j'ai plus besoin de regarder la correction, juste le faire 20 fois jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, je dise, ok, ça fait ça. Pour faire ci, faut faire comme ça. Et basta. Et je fais pareil pour mon truc en 3D. C'est un truc qu'on sous-estime beaucoup, je trouve, dans notre société, sans faire le réac.
Ouais, le ouais, ouais. con, tu vois. On a oublié qu'en fait, pour obtenir une compétence, il faut y passer du temps. Pour être bon dans quelque chose, il faut le faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Et on prône le work-life balance, la semaine de 4 jours. Eh, arrêtez votre violon là. À un moment donné, il faut cravacher. Ouais, il faut travailler. Tout le monde, les sportifs, les gens intelligents, combien ils lisent de bouquins, les politiques, combien ils écrivent de, même si je déteste parler de ça, combien ils écrivent de discours, de trucs. Enfin, à un moment donné, c'est la répétition qui bat la performance. Même si, allez, putain d'alignement de planète de fou. Ouais, bien sûr. T'as mis le coup franc, c'est rentré dans la lucarne 3 fois de suite. Ouais, ben 3 fois, c'est pas assez. On recommence. Donc, Et moi, je prends l'exemple des musiciens, en fait, parce que j'aime beaucoup tout l'univers des musiques électroniques, DJ et tout ça. ouais. Et ils produisent, en fait, des sons encore et encore. Et en fait, au bout d'un moment, on dit, ah putain, il a du succès. Ah, je l'ai connu avec cette chanson, elle est incroyable. Parce qu'en fait, Mec, c'est ça fait sûrement 20 ans. la 300e chanson qu'il a faite. C'est clair. Et, et c'est la 300e qui fonctionne. Et tu peux avoir la même analogie sur, ouais, je veux faire un truc sur YouTube. Ok, bah vas-y, fais des vidéos. Mais t'attends pas à ce que la 10e, elle éclate. Non, les mecs, ils en ont fait 150. Et c'est peut-être la 151e qui va fonctionner. Et si tu t'arrêtes à 149, bah, Ça marche t'auras pas. peut-être pas le succès. Donc là, c'est pareil. Ouais, je sais faire cet effet en 3D. Ok. Mais je l'ai fait une fois. Ok, bah, je vais le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois en changeant des trucs. Mais maintenant, je sais le faire. Et si on me le redemande, pas de problème. Vas-y, on y va. Parce que je l'ai fait plusieurs fois et que je sais maintenant, bah, j'ai rencontré les bugs qui vont avec, j'ai rencontré des succès ou des échecs avec le truc, et maintenant je sais comment ça va fonctionner. Et si le truc se présente sous un autre format, je saurais le détecter, je saurais réagir Voilà. bien plus rapidement que toi qui va prendre des heures et Et des heures. parce que je l'ai refait encore et encore et encore. Et ça, c'est tellement sous-estimé que voilà. J'ai quelques petites questions rapides et après on va clore le podcast. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. D'ailleurs, merci à tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent jusqu'ici. Vous êtes des Yes. vaillants. Euh, j'ai 5 questions rapides. Le plus gros challenge de ta reconversion. Gros challenge de ma reconversion. Je pourrais dire trouver le premier job, mais ça n'a pas été un problème pour moi, malheureusement. C'est vrai en plus. C'est que ça s'est bien passé. C'est ça qui est fou. Et C'est ça a été parfois une douleur derrière. Et parce qu'après, j'ai fait plus. Pendant qu'au bout d'un moment, tu as des vacances, pendant que les gens étaient en vacances qui étaient tranquilles en vacances, moi je faisais mon portfolio, même s'il Ouais, n'y avait rien dedans, et je reprenais. Bon, bref, on s'en fout. La difficulté, plus grosse difficulté. bon, le syndrome de l'imposteur. Eh ouais. Mais je savais au fond de moi. Bien sûr. Le fait que tu sais faire ça. Oui, bien sûr, on va y arriver. Non, le syndrome de l'imposteur, ouais. Et dans n'importe quelle reconversion, que ce soit dans le dev ou quoi, mais Oui. le syndrome de l'imposteur, dès que tu fais un truc nouveau, il vient toquer à la porte et il ouvre bien la porte en plus, hein. Prends le café, il s'installe dans le canapé. Ah, il s'installe très très bien et puis il te rappelle, hé, salut, je suis là, t'oublies Et pas, ça, hein. 10, 12 ans de dev, tu l'as toujours, hein. Ouais, ouais. Et ça, c'est un truc qu'il faut apprendre à vivre avec, quoi. Donc Oui. ça, ouais, ça a été le plus difficile. Ok. Euh, compétence la plus sous-estimée dans ton domaine. Dev créa. La communication. Allez, la Champions League des réponses. La communication, c'est vraiment le truc le plus... Et la communication non technique. C'est dur ça. C'est hyper dur, mais c'est un truc que t'apprends quand tu rentres chez Apple. Même si t'es pas vendeur, c'est le premier truc qu'on t'apprend. Hmm. On s'en fout que ton Mac, il est processeur, mes couilles, on s'en fout. Qu'est-ce qui t'apporte? Voilà, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu fais avec? Tu fais ça? Voilà. Qu'il soit processeur, machin, on s'en fout. Donc vraiment, la communication. Mais même la communication technique, hein, mais la communication Ouais. avec tout le monde. Tes pairs, ton supérieur, tes clients, la communication, c'est le truc le plus important pour moi. Et tu sais, tu veux te donner une anecdote folle, tu sais, le meilleur endroit pour apprendre la communication, personne ne va y croire. C'est McDonald's, mec. Je te jure que c'est vrai. Quand tu rentres au McDo, le premier jour que tu fais au McDo, je sais pas si c'est comme ça, le premier truc qu'on te dit, c'est quand on vient te dire un truc, tu dois répéter ce qu'on t'a dit et tu dois dire merci à la fin pour faire comprendre à la personne qui t'a posé une question que tu as bien compris la question et que tu vas le faire.
Ouais. Ça, on le voit pas, ça, hein, quand tu t'arrives, on te met soit aux frites, soit aux boissons, un truc pour tester. T'es aux boissons, il y a un mec qui vient, il te demande une boisson, un grand coca. Toi, tu t'exécutes, tu prends un grand coca. Et le mec, il te répète un grand coca. Toi, au bout d'un moment, t'es saoulé, tu dis, mais c'est bon, j'ai compris. Non, tu dis un grand coca, merci. Pour que le mec, il ait compris. Et en fait, tu fais que des trucs comme ça. Et du coup, tu surcommuniques, sauf qu'en fait, bah, c'est fluide. Hmm. Et je pensais pas dire ça un jour, mais maintenant, avec le recul, si, ça aide énormément. Enfin, ce truc-là, voilà, ça m'a beaucoup aidé. Donc, la communication. Dinguerie. Dinguerie, dinguerie. Alors ça, je sais pas si tu vas pouvoir y répondre. Conseil pour négocier ses tarifs. Bah, c'est tombé. Tu veux un conseil pour négocier tes tarifs, déjà, sois sûr de ce que tu as à offrir et confiance en ce que tu as à offrir. Parce que si t'as pas confiance en ce que tu as à offrir, ça va se sentir. Du coup, on va te dire, bah, t'es trop cher, et négociation va commencer. Et si si t'es pas bien dans tes baskets sur ce que toi t'as à offrir et la valeur que tu peux apporter, ça va être compliqué pour toi. Et sinon, non, j'ai pas tellement de conseils puisque c'est un truc qui est pas évident pour moi. C'est pour ça que je prends des formations pour ça, justement. Avec qui tu te formes? J'ai pas. Je forme avec pas mal de gens, mais je me forme avec Lucas Fabre. D'accord. Non, c'était juste pour. C'est jamais- Oh, on connaît pas trop, on sait pas qui. Non. Euh, un projet qui a un projet créatif qui t'inspire. Ah, alors je sais pas si c'est un projet. Ah, un projet genre un site web ou genre ça peut être une personne qui a un projet. Ouais, ok. Il y a quelqu'un qui m'inspire énormément, je pense qu'il inspire énormément de gens dans le Crades, si on connaît un peu. C'est un mec qui s'appelle Aristide Benoît. Ok. C'est le, pour moi, c'est le boss du creative dev. Ok. Et pour vous faire tous un peu peur, il a aucune librairie. Il code en Vanilla JavaScript. Il utilise pas Three.js, il utilise WebGL natif. Pour faire un peu de WebGL, Malade mental. t'as envie de te suicider, vraiment. Tout est. Il a gagné un nombre de prix incalculable. Tous ses sites sont fantastiques. À chaque fois, je trouve ça. Son Aristide parcours est Benoît. impressionnant. Il bosse, par contre, lui, il bosse 10 heures par jour. Depuis 5 ans, 5-6 ans. Et on n'a rien sans rien. Et c'était juste un musicien et il n'a pas fait de reconversion. Il a appris tout seul. Vaillant. C'est inspirant. Je Ouais. trouve que c'est inspirant. Bah, je mettrai son lien en description, parce que ça a l'air quand même d'être quelqu'un d'être assez exceptionnel. Son portfolio, il fait peur. Ah, on mettra le portfolio alors, Il est encore mieux. fantastique. Le contenu ou le projet, bah, je veux dire le contenu dont tu es le plus fier. Contenu, projet. Le contenu dont je suis le plus fier, et c'est difficile. Si, c'est bon, j'ai trouvé. Le contenu dont je suis le plus fier, il n'est pas encore sorti. Il sort la semaine prochaine. C'est bon, on mettra le lien dans la description aussi. Et c'est un tutoriel pour faire un effet en 3D Ok. que j'ai fait. Puis je fais un tutoriel et je suis plutôt fier d'avoir réussi à le faire et de l'opportunité de le partager, quoi. Ça va Donc ouais, sortir c'est ça. sur YouTube ou sur LinkedIn uniquement? De quoi, tu dis? Ça va sortir sur YouTube ou sur LinkedIn uniquement? Ça sortira sur une plateforme qui aide les développeurs, les designers, qui s'appelle Codrops. Et Ok. c'est c'est une bibliothèque de. Si tu veux apprendre le CreaDev, il faut que tu ailles sur cet endroit, quoi. Ok. Et pas parce que j'ai fait un article, hein. C'est vraiment. Voilà, il y C'est a l'endroit que, où il faut aller. ouais, c'est l'endroit où il faut aller. Il y a que des gens hyper calés qui font des tutos incroyables. Ok. Donc ouais, je suis assez Bah, fier d'avoir réussi à faire un tuto et de le partager. trop bien, trop cool. Bah, de toute façon, on va mettre le lien en description et de Codrops et de ton tuto du coup. Cool. Et avant que j'oublie. Donc, l'idée c'est qu'on pose une question à l'invité d'après et que toi tu répondes à la précédente. Donc la précédente c'est Yanis Iceman qui l'a posée. Ah, j'ai cru que c'était Mathieu. Ok. Non. Mathieu c'est l'épisode 1. Donc c'est Yanis Iceman qui l'a posée et il a dit si tu devais choisir le cœur ou la raison, tu choisirais quoi? Et il entendait raison en mode le job, tu vois, tout ça. Parce qu'en gros, lui, pour te resituer un peu le contexte, il charbonne de fou, il travaille 12-13 heures par jour, en mode vraiment Elon Musk, et du coup, ben, ça a eu des impacts sur sa vie, sa famille, ses relations, etc. Et du coup, là, il était en mode grind, 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 et il a déposé un peu le truc, et il est parti un peu sur un truc un peu. Enfin, il est toujours en mode grind, hein, bien sûr.
C'est un fou. Ouais. Avec tout le respect, Yanis, mais t'es un malade. Mais donc, ouais, voilà, c'est lui, c'était ça sa question. Qu'est-ce que tu choisirais, toi? Le cœur. Mais je le savais. Il y a même pas de. Il est plein d'amour, ce jeune, regardez-le. Ah, parce qu'en fait, ça, c'est. Pour moi, tu peux. Enfin, il n'y a pas de. Enfin, enfin, je suis pas sûr que tu sois heureux dans ta vie si t'es pas. Si t'es tout seul, tu peux pas partager ce que tu vis, que ce soit dans le business ou quoi. Enfin, je suis pas sûr que c'est un intérêt. Je Donc suis le tout à fait cœur. d'accord. Le cœur, le cœur. Voilà, Je le savais. c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu as une question pour le prochain invité? Enfin, doucement quand même. Doucement, on va éviter un ban. Je te laisse y réfléchir. Ouais, et au pire, Non, mais je te laisse y réfléchir là. Donc du coup, l'idée c'est de te retrouver sur LinkedIn, de te retrouver sur YouTube, de te retrouver sur Instagram aussi. Je suppose que t'as une actu qui va arriver là dans les prochains jours. Tu vas parler de Codrops. Il se passe d'autres choses potentiellement? je sais pas où tu veux en venir, mais Non, mais peut-être Codrops. Il y a des trucs qui vont se passer bientôt prochainement pour toi que tu vas faire. les trucs qui vont se passer, c'est que je vais sortir le projet d'un client bientôt là, et du coup, je vais l'envoyer aux awards pour essayer de gagner un prix, parce que j'avais déjà gagné des prix sur d'autres plateformes, dont celui des awards. Donc il y a ça qui va arriver, c'est sûr. En plus de l'article, il y a aussi d'autres projets qui sont en cours qui devraient tomber, comme on dit. Mhm. Donc ça risque aussi d'être envoyé chez les awards, parce que bon, l'objectif c'est quand même de gagner un prix aussi, parce que ça me permet d'être reconnu dans le milieu du design et tout ça. Donc c'est un truc sur lequel on peut être fier. Donc ouais, c'est ça l'actualité qui arrive quoi. Ok, trop bien, trop bien. Bah oui, déjà, pas mal de ouf. Pas mal de ouf. Bah, de toute façon, on va mettre tous tes liens dans la description. Euh, Est-ce que tu as un dernier message pour ceux qui hésitent à se lancer, à faire le grand saut un peu dans tout ça? Eh bien, si vous hésitez, essayez de déjà lancez-vous, mais surtout, en fait, il faut pas oublier qu'on n'est pas seul dans ce truc-là et qu'il faut s'entourer de personnes qui sont soit dans la même phase ou soit qui ont déjà vécu ce genre de choses. Comme ça peut potentiellement te galvaniser, t'aider en fait, parce que c'est ça pour moi que c'est ça qui était le plus difficile de se lancer, c'est toutes les craintes que tu as derrière, l'inconnu que ça représente. Et il y a plein d'autres gens qui sont passés par là avant toi, de toute façon. Donc il faut surtout pas hésiter à les contacter, voilà, à discuter avec eux. La plupart des gens sont bienveillants et sont dans l'entraide, surtout dans ce niveau-là, parce qu'on sait très bien que c'est pas évident de se lancer dans l'entrepreneuriat en tant que freelance, que sais-je. C'est une nouvelle façon de faire puisqu'on on est habitué au salariat ou au CDI ou un truc vraiment très calé. Donc c'est un saut dans l'inconnu, mais je suis pas sûr qu'on le regrette. Ça peut ne pas marcher, mais je suis pas sûr qu'on regrette. Même les gens pour qui ça marche pas, ils le regrettent pas. C'est une super expérience. Et tu l'as dit, hein, s'entourer des bonnes personnes, pas hésiter à demander, pas hésiter à se faire accompagner par quelqu'un qui a déjà fait ça, prendre un mentor. Et je dis pas ça uniquement parce que je le suis, je dis ça aussi parce que tous les gens que j'accompagne et tous les gens que je vois se faire accompagner ressortent grandis. Attention, pas par des charlatans, mais par des vrais gens qui sont passés par ce que vous avez vécu et qui ont une vraie méthode. Ouais, Et ça ouais, vous apporte vraiment un truc de fou, quoi. En fait, ça vous fait passer des étapes à une vitesse et ça, ouais, surtout, ouais. ça vous aide dans vos craintes, ça vous fait gagner du temps, gagner de l'argent, gagner du réseau. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Vraiment s'entourer parce que ça aide. Parce que le nombre de fois où je me suis senti complètement seul en mode, mais en fait, je suis tout seul dans ce truc-là. Pas du tout. On est tous passés par là. On n'est pas seul. Voilà. Ouais, 100%. 100%, c'est vraiment important. Est-ce que tu as cette fameuse question ou Donc la question, ce serait si
si tu devais faire autre chose que du dev, qu'est-ce que ce serait? Ok, top. C'est bon, je prends note. Bah écoute, en tout cas, je te remercie David, c'était top. Euh, Merci à toi. je pense qu'on a tout dit. C'est pas mal, hein? Franchement, c'était cool. On a passé un super bon moment. Ouais. Merci à tous d'être restés jusqu'ici. Si vous avez écouté sur Spotify et toutes les plateformes, ou si vous avez regardé en vidéo sur YouTube, on se retrouve pour un prochain épisode qui sera, à mon avis, fort intéressant avec très certainement le grand Ronan Jaffré de Looking for Tech. Donc voilà, restez branchés. On se voit pour la prochaine fois. Salut! Ciao.